Bonjour les amis, nous sommes à Antananarive, Madagascar, à la clinique universitaire vétérinaire et nous sommes accompagnés de Dr Sehan. Bonjour Dr Sehan. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors Dr Sehan est la directrice générale de cette clinique vétérinaire un peu spéciale. Elle est un peu spéciale parce qu'elle appartient à un ensemble de personnes. À qui appartient cette clinique universitaire? Alors, la clinique universitaire vétérinaire est une initiative de l'Ordre national des vétérinaires malgaches et donc c'est majoritairement les principaux actionnaires. Et il y a d'autres docteurs vétérinaires aussi qui sont propriétaires donc, de la clinique universitaire vétérinaire. Donc vous l'aurez compris, c'est une clinique un peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'une initiative privée, mais bien d'une initiative collective de l'ensemble des vétérinaires. Et elle a d'autant plus cette spécificité qu'elle est accolée en fait à une partie de l'université pour devenir vétérinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors juste à côté, vous avez le département de l'enseignement vétérinaire. Et donc les étudiants, une fois qu'ils ont leur bac, ils font une année de tronc commun en PACES avec la médecine humaine. Et puis en deuxième année, ils viennent en BAD B pour continuer les études. Et donc en BAD B, ils sont là de leur deuxième année à leur cinquième année en études théoriques. Puis ils ont une année d'études pratiques ou des stages. Et après, ils préparent leur thèse. D'accord, donc en fait, tu es en train de me dire que tous les vétérinaires à Madagascar passent par ici. Voilà. C'est le centre névralgique, donc je crois qu'on est vraiment au cœur des professionnels des animaux. Donc c'est un endroit très important. Nous sommes à Ambatoubé, un quartier un petit peu résidentiel. Exactement. Et ici, donc, une fois qu'ils ont passé leur cinquième année, ils peuvent faire un stage, j'imagine, à la clinique vétérinaire universitaire. Ça fait partie de leur cursus? À partir de la deuxième année, ils peuvent commencer à faire des stages. Donc les stages au début sont des stages ouvriers, on va dire. Bon, c'est pas médical spécifiquement, mais c'est plutôt ouvrier. On passe à la pratique, Voilà, c'est-à-dire on va assister peut-être des docteurs. Déjà assister, juste voir. Mais, donc on est sur le terrain en fait, c'est voilà, ça? ils sont sur on est sur le terrain. Voilà. D'accord. Et là ils peuvent voir vraiment de manière concrète c'est quoi le métier. Exactement. Et déjà, à ce niveau-là, est-ce qu'ils se sont déjà spécialisés dans le devenir vétérinaire privé ou vétérinaire sanitaire? Il y en a qui ont des idées déjà, mais d'autres qui voient en fait au fur et à mesure qu'ils font des stages s'ils sont à l'aise ou pas au niveau d'un cabinet ou dans d'autres structures par la suite. D'accord. Docteur Sehan, moi j'ai une question, je pense importante. Depuis quand cette clinique vétérinaire existe? Ça fait 3 ans ou 4 ans. 3 ans, donc c'est assez récent en tout cas. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent. Il y a combien de vétérinaires diplômés sortants chaque année? Alors là, ça dépend vraiment au niveau d'un cadre pour la programmation des thèses et tout ça. Mais depuis la création de l'école, c'est environ 200 vétérinaires qui sont sortis. D'accord, d'accord. Donc je vois qu'il y a une vraie demande en fait au niveau de ce métier. C'est un métier d'avenir, j'imagine. Oui. C'est un métier d'avenir dans un pays en plein développement qui a besoin d'animaux, bien sûr, d'élevage pour se nourrir, mais également la croissance de la présence des animaux de compagnie au sein des familles. Voilà. Et des nouveaux animaux de compagnie. C'est exactement ça. Alors ce qui se passe, c'est que ces dernières années, on a vu l'explosion des animaux de compagnie, surtout au niveau des chiens de race. Il y a beaucoup plus de passionnés et beaucoup plus de nouvelles races importées à Madagascar. Donc d'ici 10 ans, il y aura vraiment un bel avenir concernant la clinique canine par exemple. Ah bah c'est super, ça c'est une très bonne nouvelle. Et plus précisément concernant ta clinique vétérinaire aujourd'hui que tu gères, quels sont les soins que vous prodiguez? C'est varié, c'est vaste. Ça peut partir d'une plaie, de gestion de plaie, des chirurgies par exemple. D'accord, donc vous faites toutes sortes de choses. On fait toutes sortes de choses. Au niveau du matériel, qu'est-ce que vous disposez aujourd'hui? Alors au niveau de la clinique, on a des matériels de diagnostic qui sont tout récents. On a par exemple la radiographie qui est disponible. On a aussi les automates et les spectros pour l'analyse sanguine. Et bien sûr, les analyses microscopiques, on peut le faire. Donc c'est quand même, ça devient de plus en plus pointu. Voilà, donc quand on est sur une consultation, on est plus spécifique par rapport à un diagnostic, et ce qui fait qu'on peut avoir un traitement plus approprié, plus adapté, au lieu de faire un traitement global, par exemple. D'accord, d'accord. Alors, je te propose, si tu le veux bien, qu'on aille visiter un petit peu les installations. D'accord. Allez, c'est parti, suivez-nous.
En fait, là, on nous a emmené un chien donc, en consultation. Et pour pouvoir avoir un diagnostic précis, nous procédons à des examens. Donc là, l'examen que nous faisons en ce moment, c'est une prise de sang qui va nous permettre d'avoir un profil biochimique et un profil hématologique. Est-ce que vous faites une prise de sang systématiquement ou dans certains cas seulement? Dans certains cas, et c'est toujours sous accord du propriétaire. D'accord. Donc là, vous avez demandé au propriétaire si vous pouvez faire la prise Des de sang. examens, voilà. Parce que le chien, actuellement, vous cherchez vraiment ce qui se passe chez lui. Spécifiquement, oui. Et les analyses de sang, ça va être prêt dans combien de temps? Normalement, ils seront prêts dans la journée. Dans la journée, donc c'est très rapide. Oui, c'est très rapide. À l'issue de quoi le chien devra revenir ou vous pouvez déjà établir un diagnostic? Ce chien-là, il va rester avec nous pour la journée. Et donc, dès qu'on a le diagnostic, on peut D'accord, commencer donc à il ne faire les quitte traitements. pas l'enceinte tant que vous ne savez pas ce qu'il a. Voilà, pour celui-là. Je vois que le chien était très calme, c'est toujours le cas? Pas toujours. Des fois, il y a des chiens qui ont peur de la piqûre. Des fois, il y a des chiens qui ne veulent même pas qui ne veulent même pas monter sur la table. Et donc j'imagine que là, il faut vous armer de patience. Voilà, Donc ça peut prendre beaucoup de temps des ça fois. peut prendre du temps. Alors, des fois, on dit une consultation 15 minutes à 30 minutes, mais des fois, c'est un peu plus, selon le chien et le propriétaire. Alors là, je suis avec Dr Ange, et Dr Ange est en train de manipuler une machine très sophistiquée. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, cette machine-là, on appelle ça une machine à hémogramme. Et c'est pour voir l'état de santé de l'animal en général. Donc on peut voir une infection par exemple, ou une anémie, ou une hémorragie, un truc comme ça, une déshydratation. Donc là, ce qu'on voit avec cette analyse-là, c'est que le chien a été très déshydraté. On n'a pas vu à l'examen clinique, mais avec l'analyse, on a constaté tout de suite qu'il y a une déshydratation là. Donc on cherche encore de quoi est l'origine de cette déshydratation. Et on est obligé de faire d'autres analyses pour... D'accord. Donc vous avez mis les échantillons de sang dans la machine, et au bout de quelques dizaines de minutes... Oui, au bout de 4-5 minutes... 4-5 minutes, c'est extraordinaire. Tous les résultats sortent et vous êtes en mesure de lire tout ça. Oui, et interpréter aussi. Parce D'interpréter. que déjà, faire l'analyse, c'est une chose, et l'interpréter, c'est toute une autre histoire. C'est-à-dire comprendre réellement ce qui se passe, en se basant sur ces données chiffrées. Oui, c'est ça. Et cette machine-là, c'est une automate. Donc, on fait rentrer juste le sang, et c'est la machine qui fait tous les dosages et on attend juste le résultat. Donc et vous avez reçu une formation spéciale pour pouvoir manipuler ce genre de machine? Oui, déjà, on est formé à l'université et avec des stages aussi au laboratoire, on peut l'apprendre très très vite. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Dr Ange, pour ces explications sur cette machine impressionnante. Alors, Dr Ange, dis-nous, est-ce que tu peux nous présenter un cas un petit peu particulier qui t'a marqué ou un peu difficile que tu as eu à soigner? Donc, un cas, on peut dire qu'il y a plusieurs cas qui est difficile qui arrivent ici, mais un cas qui m'a très marqué, c'est qu'il y avait un chien qui est très âgé, vers 12 ans, et qui s'est présenté avec une paralysie de tous les 4 membres. D'accord. Donc, on a fait une radiographie pour voir, et avec les examens neurologiques, on a constaté qu'il y a une compression au niveau du vertèbre cervical. Et déjà, c'était très très difficile déjà parce qu'on ne peut pas le soigner avec du médicament. Il faudra une intervention chirurgicale et on n'a pas encore les compétences à faire une neurochirurgie à la clinique. Donc c'était vraiment au-dessus de nos limites et on ne peut rien y faire. Et on a expliqué au propriétaire que l'intervention ne peut pas faire ici, mais il faudra évacuer. Mais ça a un coût et... Vous êtes resté là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains cas, encore à Madagascar, qu'on ne peut pas forcément traiter. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, comme exemple,
une maladie des valves cardiaques, là on ne peut pas, parce qu'il y a besoin d'une spécialiste en cardiologie pour faire une chirurgie de la valve. Mais j'imagine que ce sont des choses qu'il faut mettre en place, Oui, déjà. parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Mais en tout cas, c'est bien de savoir qu'effectivement, à Madagascar, il y a encore des chantiers sur lesquels il faut travailler pour rattraper, par exemple, ce qu'on peut faire à l'étranger, que les propriétaires de chiens ne soient pas systématiquement obligés de les envoyer dans d'autres pays. D'accord, parce que pour des raisons de coût, de temps, et tout simplement aussi parce que c'est important que les malgaches et les animaux des malgaches puissent être soignés sur place. Et j'espère que vous aurez ce genre de spécialisation. Pour faire la spécialisation, soit en Europe, soit en Australie, soit en Amérique du Nord. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, on pourrait aujourd'hui à Madagascar avoir ce genre de spécialisation, mais déjà, premier barrage, il faut faire les études à l'étranger. L'étranger, c'est ça. C'est coûteux. C'est coûteux, mais il y a une bourse qui est offerte. Mais il faut faire des tests d'équivalence de diplôme, c'est-à-dire on devra aller, exemple, en Angleterre pour faire un examen d'équivalence. Et après, on peut faire un concours, parce que la spécialisation, c'est par voie de concours. Tout le monde ne peut pas y accéder, donc... Donc, les barrières un petit peu à ces spécialisations, bon, il y a le coût, mais qui peut être compensé, mais il y a également il y a des difficultés administratives, de formalités, de visa. Il faut aussi que le niveau soit suffisant pour pouvoir accéder à ce genre d'études. Et j'imagine aussi qu'après tout ça, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de demandes à Madagascar pour avoir justifié toutes ces études. En fait, la demande existe déjà, parce que je vous dis un cas aussi qui est très très fréquent à Madagascar, le cataracte, je ne sais pas si vous savez, c'est l'opacification du cristallin dans l'œil. Avec l'âge. Avec l'âge, oui. Et ça, normalement, on opère, alors que on ne peut pas faire ici à Madagascar, vu qu'il n'y a pas de spécialiste pour le faire. Donc, parce que cette maladie touche aussi les humains. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'âge et avec l'exposition au soleil, ça va se devenir opaque. Mais je sais que l'opération chez les humains est assez rapide puisqu'il suffit d'enlever en fait, cette partie opaque. En fait, c'est un peu rapide parce que déjà, c'est un spécialiste qui le fait. Mais ça demande déjà du matériel très sophistiqué et la compétence aussi avec. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu parles de la cataracte, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un acte chirurgical qui n'est pas forcément complexe, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ouvrir un crâne, de faire des choses un petit peu neurologiques. C'est une intervention qui peut durer que quelques minutes et qui pourrait se faire, mais malheureusement aujourd'hui, parce qu'on manque de spécialistes, on manque de matériel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Or, les chiens sont très atteints par ce genre de maladie. Oui, c'est très très atteint parce que c'est très courant, vu que chez les chiens, c'est en relation surtout avec le diabète, en fait. Et des chiens diabétiques, il y en a beaucoup. Donc, ça... Justement, on parle de la cataracte, maintenant on parle du diabète. Le diabète, c'est quand le foie ne produit plus assez d'insuline. Le pancréas, pardon, ne produit pas assez d'insuline pour pouvoir réguler la teneur en sucre du sang. Et ça, chez les humains, donc il y a deux types de diabète. Il y a le diabète avec lequel on est, et puis il y a le diabète après qu'on peut avoir si on mange trop de sucre. D'accord ? Mais les chiens, j'ai pas l'impression qu'ils mangent beaucoup de sucre. Le même diabète existe chez le chien. Mais c'est surtout, ça peut être d'origine aussi. L'inflammation du pancréas, par exemple, ça peut entraîner une destruction de cellules qui produisent l'insuline. Ça peut être aussi d'origine infectieuse, par exemple. Ça peut être aussi, comme exemple, une calcul chez le chat. C'est plus spécifique parce qu'une calcul biliaire peut entraîner une insuffisance pancréatique chez le chat et qui peut entraîner une insuffisance de production d'insuline et qui va entraîner le diabète. D'accord, donc effectivement, il y a beaucoup plus de sources qui créent ce problème chez les animaux, parce que chez les humains, on pense tout de suite à la consommation excessive de sucre. Mais en tout cas, Dr Ange, moi je te remercie parce que c'est très intéressant, parce qu'on voit que ça se développe beaucoup
beaucoup le monde animal se développe beaucoup à Madagascar. On voit beaucoup de vétérinaires qui se lancent notamment dans le privé, du matériel qui s'améliore de jour en jour. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a encore énormément de choses à faire. Oui, on parle que le chien et chat. Oui, on parle que des chiens et chats. Et tout à l'heure, j'ai vu un coq. Oui. J'ai vu un coq dans les nouveaux animaux de compagnie. Et donc, j'ai vu un malgache qui venait avec son coq, qui était un ami de compagnie, qui n'était pas à destination d'en faire de la nourriture. Oui, c'est ça. Mais vraiment, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire allez-y, foncez, devenez vétérinaire. On a besoin de généralistes, on a besoin de vétérinaires privés, mais on a aussi besoin de spécialistes. Il y a beaucoup de choses à faire à Madagascar. Merci. Merci à vous. Docteur Ange, nous sommes devant une machine très spéciale. Qu'est-ce que c'est? Cette machine-là, on l'appelle une radiographie. Donc ça sert à produire de la rayon X pour avoir une image de l'animal en général. Cette machine-là fonctionne d'abord par un courant électrique et ce courant électrique-là est converti en rayon X. Et il y a un phénomène un peu physique qui fait qu'il y a une absorption de certains rayons pour former l'image des os, des cœurs, des organes internes. Des organes internes, oui. Et si je peux me permettre, en fait, c'est exactement la même machine qui sert à faire les radios pour les êtres humains. Je peux dire oui et non, parce que déjà, c'est le même principe, mais c'est au niveau du paramétrage du kilovolt et de l'ampérage qui diffère, parce qu'on a besoin d'un kilovoltage ou de l'ampérage un peu plus élevé pour les humains, alors que chez les petits animaux, c'est un peu plus bas. Donc si je résume, c'est le même principe, même genre de machine, que lorsque nous-mêmes on va faire une radio, par exemple lorsqu'on se casse un os, sauf que la machine est adaptée aux animaux. Aux animaux, c'est ça, oui. Alors concrètement, à quoi elle vous sert aujourd'hui? Quelles sont les principales utilisations de cette machine? La principale utilisation, c'est surtout lors d'un accident, pour détecter une fracture, pour savoir les maladies qui peuvent entraîner des toux, ou des maladies cardiaques, des œdèmes. Et on peut aussi détecter un corps étranger qui se loge dans l'intestin. Ce qui peut arriver souvent, notamment avec les bouts d'os, oui. que les chiens peuvent ingérer par exemple. Oui. Et vous détectez tout ça? On détecte tout ça avec la radiographie. Vous êtes amené à utiliser cette machine régulièrement? Oui, régulièrement parce que déjà les symptômes sont les mêmes et uniquement avec la radio qu'on peut différencier si c'est une telle maladie ou une autre. Parce que les symptômes, ça se ressemble. D'accord, ça permet d'être sûr du diagnostic en fait. Et donc cette machine est vraiment très importante. Il y en a combien des machines comme ça aujourd'hui à Madagascar? À Madagascar, on peut compter environ 3 numériques et une analogique. Donc ce qu'on a ici, c'est le numérique. L'image est captée par le capteur et ensuite il est converti en image numérique. Donc il n'y a plus l'impression de ces grands films comme dans les années 80. Oui, il n'y a plus ça. Et avec les chambres noires, donc il est scellé dans cette boîte-là, le chambre noir. Donc, et ça prend combien de temps? Du moins qu'on a le cliché parce que c'est le plus difficile parce que l'animal bouge et tout. Donc des fois on est obligé de l'endormir un petit peu pour avoir une image nette. Et une fois qu'on a pris le cliché, même pas 2 minutes, on aura l'image et on peut établir un diagnostic. Parce que justement, lorsqu'il s'agit de prendre une radio d'un être humain, c'est facile, puisqu'on s'allonge, oui. On ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions, on dit juste aux humains que tu tiens droit et fais une respiration. C'est bouclé. Par contre, le chien, en plus, il faut tenir la respiration. Et les animaux, ils ne tiennent même pas la respiration. C'est hors de question de leur demander ça. Donc déjà, il faut caler. Il faut une vue très rapide pour voir à tel moment on clique le... D'accord. C'est beaucoup plus difficile de prendre une radio d'un animal que d'un être humain. Parce que déjà, il bouge partout et il peut mordre aussi la personne qui le contient. Donc, qui le tienne, oui, parce que d'ailleurs, on a vu que vous vous y prenez à 3 pour faire une radio, 3 personnes, et que ça peut prendre du temps. Il faut être très, très patient. Donc c'est une opération délicate, mais nécessaire. Mais nécessaire, très nécessaire. Et aujourd'hui, on a ce type de machine. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme d'autres machines arriver à Madagascar? Ça serait bien si on a accès
disons exemple, un scanner ou une IRM, parce que là, on peut scanner directement le cerveau de l'animal, alors qu'avec une radiographie simplement, l'image est bloquée avec l'os du crâne et on ne peut rien voir. Donc avec le scanner et l'IRM. Un scanner, pareil, comme ce qu'on a l'habitude de voir pour les humains, notamment détecter des cancers. Qu'est-ce qu'on peut détecter d'autre avec un IRM ou un scanner pour les animaux? On peut avoir une image 3D du l'os, à quel moment il est tordu ou à quel endroit. On peut avoir aussi une image du vaisseau au niveau du cœur en 3D. Et le plus important, c'est qu'on peut faire une coupe du cerveau qui n'est pas accessible avec la radiographie, alors qu'avec l'IRM, on peut voir une image nette où se trouve le problème au niveau du... Donc, en résumé, ça permet d'avoir des diagnostics plus précis, plus sûrs. Mais on en avait discuté aussi, avoir des diagnostics précis et sûrs de l'origine des problèmes nécessite aussi que ça aille de pair avec des personnes qui sont spécialisées pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Déjà, il faut aussi la personne qualifiée pour manipuler la machine et aussi pour le vétérinaire spécialiste pour poser le diagnostic et établir un traitement adéquat en fonction du pathologie qu'il a. Donc vous l'aurez compris, il y a encore beaucoup de choses à faire, on l'a déjà dit, on le redit. Venez dans cette filière, elle est porteuse. Merci Dr Ange. Merci beaucoup. Je suis avec Andriane et Andriane est stagiaire à la clinique universitaire vétérinaire ici. Bonjour Andriane. Bonjour Monsieur Simon. Comment ça va? Ça va très bien. Alors tu es toujours étudiant, c'est ça? Oui, étudiant en fin de cursus. Donc j'ai fini mon cursus théorique et je suis en préparation de ma thèse. Donc on peut dire que je suis thésard, oui. Donc c'est donc ta dernière année. Ma dernière année. Et après tu pourras passer dans le monde actif. Voilà. Mais déjà tu es en train de voir ici comment ça se passe avec ton stage. Alors qu'est-ce que tu tires un petit peu de cet enseignement? Très large. On voit beaucoup de choses ici. C'est ici que j'ai appris à faire les toilettages. C'est ici que j'ai appris à gérer différents cas. Parce que les chiens, ça ne parle pas. Les chiens et les chats, ça ne parle pas. Donc, il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir déceler quelle maladie, quelle source cause les symptômes, tout ça, oui. C'est-à-dire que tu as pu voir dans la pratique la réalité du terrain, les difficultés pragmatiques. Parce qu'effectivement, tu dis que les chiens ne parlent pas. Et ça, tu as pu voir que c'était une des difficultés à laquelle devaient faire face les vétérinaires. Et alors, comment tu te débrouilles? J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'acquérir de jour en jour des expériences pour pouvoir mieux comprendre la situation face à un tel ou tel cas. Si le cas est récurrent, c'est plus facile pour moi, mais après il y a d'autres cas qui sont plus ou moins difficiles à gérer et c'est pour ça, c'est même l'objectif du stage. Parce qu'il y a déjà des docteurs qui ont beaucoup d'expérience, dont le docteur Yange. Et c'est lui qui nous aide. Il nous aide à mieux comprendre et à comment agir face à telle ou telle situation quand il y a des cas qui sont plus ou moins exclusifs, je dirais. Oui. Donc tu apprends beaucoup en fait. Oui. Ça prend beaucoup d'enseignements de la part de tes superviseurs. Voilà. Alors, c'est très intéressant de voir qu'effectivement ces stages sont nécessaires et tu as la chance d'avoir cette clinique vétérinaire juste à côté de l'université. Mais j'ai envie de savoir un petit peu plus ta passion interne. Pourquoi tu t'es lancé dans cette filière? Oui, la question qu'on me pose souvent, en fait, j'ai cette passion depuis que je suis tout petit. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Moi, j'étais toujours dans l'optique que ces animaux, ils font pas de mal au monde. Ils ne brûlent pas les forêts, ils ne détruisent pas l'environnement et tout. Ils ne polluent pas l'eau. Donc je me suis dit, si j'aime la médecine, si je veux soigner, pourquoi pas les animaux? En même temps, c'était une vocation, je pense. Et c'est aussi dans l'exclusivité. Il n'y a pas de vétérinaire dans la famille. Très peu de médecins aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être original? Pourquoi pas démarrer une nouvelle passion dans la famille? Voilà. Et dis-moi, comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans,
J'espère que j'ai beaucoup de projets en fait, dont continuer mes études à l'extérieur et pourquoi pas être en alternance pour pouvoir accumuler des fonds pour créer ma propre société ici à Madagascar. Un cabinet vétérinaire ou autre chose? Attention, peut-être qu'il y a des investisseurs qui nous regardent. Ah oui, Andrian est une personne prometteuse. plutôt un refuge pour chiens, un vrai refuge qui pourra accueillir tous les chiens, pas tous, ça ne sera pas possible, mais Autant que possible. que possible. Tant que possible. Les chiens qui errent dans les rues, que les gens rejettent et tout. Mais pourquoi pas un cabinet aussi, une clinique. Donc, à la fois aider les chiens en détresse, Oui. tout en gagnant sa vie avec les autres animaux de compagnie. Voilà. C'est-à-dire allier l'utile à l'agréable. Voilà. Eh bien, on te remercie beaucoup parce que ça donne vraiment du baume au cœur ce que tu dis. Ça montre que déjà, le métier de vétérinaire, s'il n'y a pas de passion derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce que tu fais là est très prometteur et je te remercie vraiment au nom de tous les animaux. Merci. Ce fut un plaisir de discuter et d'échanger avec vous aussi. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'exprimer. Eh ben, j'espère qu'on va te redonner l'occasion très prochainement, peut-être dans 5 ans quand tu parleras de ton refuge, ou peut-être même avant. Merci Andrian. À bientôt. Et bien voilà les amis, nous arrivons au terme de ce reportage de la clinique vétérinaire universitaire. On vous remercie Dr Sun de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous en prie, vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup, on a vu beaucoup de choses très intéressantes, une clinique très pointue en technologie, en compétences et surtout en passion. Et ça nous rassure beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. We are